Merci, bonjour à toutes et aux quelques-uns. Je vais rapidement me présenter. Donc effectivement, je suis Pierre-Guillaume Prigent, je suis docteur en sociologie. Donc effectivement, ma thèse, je l'ai soutenue en décembre 2021, je l'avais commencée en 2015. Et elle porte sur donc, les stratégies des pères violents en contexte de séparation parentale. Et c'est auprès de femmes séparées qui ont des enfants que j'ai fait des entretiens pour déterminer quelles étaient les stratégies que leurs ex-conjoints avaient employées envers elles. Je vais commencer en passant rapidement dessus parce que ça a déjà été dit et redit depuis ce matin, mais une définition en fait des violences conjugales. Alors pour moi c'est assez simple. De mon point de vue, quand on parle de violence conjugale comme processus, et non pas juste un acte dans un couple, mais quand on parle de violence conjugale comme processus, pour moi, violence conjugale, contrôle coercitif, stratégie de l'agresseur, emprise, c'est synonyme. Ça veut dire la même chose. Il y a quelques nuances sur lesquelles je reviendrai potentiellement, mais c'est plutôt des termes qui ont des origines historiques différentes, qui peuvent être employés par des personnes selon leurs préférences. Et en tout cas, tant qu'on décrit les phénomènes à l'œuvre et qu'on le fait d'une bonne manière, je pense que les mots sont relativement interchangeables. Je vais donc reprendre cette définition de Patrizia Romito et Maria Chiara Ferresini. Patrizia Romito qui est professeure de psychologie sociale à l'Université de Trieste en Italie, qui était l'une de mes directrices de thèse, et Maria Chiara Ferresini qui est docteur en psychologie sociale à la même université. Elles nous disent que les violences conjugales sont un ensemble de comportements, donc ce n'est pas un comportement unique, caractérisé par la volonté de domination et de contrôle d'un partenaire sur l'autre. Donc ça, c'est caractéristique aussi dans les violences conjugales. Et elle nous donne différents exemples. Elle nous parle des brutalités physiques et sexuelles ou des violences physiques et sexuelles, abus ou violences psychologiques. Et elles en donnent quelques exemples. Menaces, contrôle, grande jalousie, isolement de la femme. Et étant donné qu'elle parle de situations où les enfants sont présents, elle parle de l'utilisation des enfants par l'agresseur, qui va utiliser les enfants dans le but de contrôler ou de menacer la victime. Et elles prennent comme exemple le fait d'espionner la mère. Lorsque les enfants vont chez la mère, qu'ils reviennent chez leur père, le père peut demander « alors comment ça se passe chez maman ?» Et à ce moment-là, l'enfant va peut-être donner des informations qui vont se retourner contre la mère. Ça se fait d'une manière très banale, ces violences conjugales post-séparation. Espionner la mère, ça peut être beaucoup plus caractérisé, on va dire ça comme ça. Une des femmes que j'ai interrogées me racontait qu'un jour elle se réveille et que sa fille est en train de la filmer avec une tablette. En fait, le père de la fille avait demandé à sa propre fille de filmer sa mère le plus possible sans qu'elle ne l'aperçoive. Et donc, sa fille en était même arrivée à carrément filmer sa mère alors qu'elle dormait. Menacer la conjointe de lui enlever les enfants, ça a été dit ce matin, avec la toujours ambivalence, ambiguïté de la phrase « tu ne verras plus tes enfants si jamais tu me quittes ». Le « tu ne verras plus, soit tu vas en perdre la garde, soit je vais les tuer ». Donc des phrases qui sont souvent dites au moment de la séparation et qui sont terriblement angoissantes et impactantes. Je précise également que dans la moitié des cas, lorsque les pères sont violents avec leurs femmes, ils sont aussi violents physiquement avec leurs enfants. Donc la question de savoir si jamais un homme qui est violent avec sa femme peut être un bon père, la réponse est non. Voilà. D'autant plus que dans la moitié des cas, il est littéralement physiquement violent avec l'enfant. Donc je pense qu'on peut poser les choses en ces termes, de manière assez claire quand même. Les chiffres ont été donnés également, mais ce matin, et c'était les chiffres de l'enquête 4 de vie et sécurité, ou alors les chiffres des services de gendarmerie et de police. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de méthodo des enquêtes par questionnaire ou des enquêtes quantitatives, alors que c'est aussi mes enseignements, mais je ne suis pas là pour ça. Toujours est-il que selon l'enquête, on va obtenir des chiffres différents parce qu'elle mesure en fait des choses différentes. Si jamais vous allez dans un parquet, que vous prenez les dossiers, vous mesurez les choses différemment que si jamais vous interrogez la population générale autour des violences vécues. Et la meilleure enquête en population générale, qui n'a pas encore été citée aujourd'hui, c'est l'enquête Virage, qui a été réalisée par l'Institut national d'études démographiques en 2015. Elle est précédée par l'enquête Envef, qui a été réalisée en 2000. En 2000, en France, on avait déjà des chiffres sur les violences contre les femmes. Je précise que ces enquêtes n'interrogent pas uniquement sur les violences conjugales, elles interrogent les femmes dans les deux cas. L'enquête Envef n'interrogeait pas les hommes alors que l'enquête Virage les interroge. Mais ce sont sur les violences qui ont lieu dans tous les espaces, au travail, dans le couple, après la séparation, dans la famille, etc. Et tout au long de la vie. Donc c'est vraiment un questionnaire extrêmement complet.
En ce qui concerne les violences conjugales spécifiquement, on a ce chiffre-là de 6,3% des femmes et 2,2% des hommes qui vont déclarer des situations de violence par partenaire durant la vie conjugale avant les 12 derniers mois précédant l'enquête. Donc déjà 3 fois plus de femmes. Et un tiers des femmes vont déclarer des violences avant la rupture et un sixième après. Donc un tiers des femmes déclarent des violences avant la rupture. C'est un chiffre qui est très important. Pourquoi est-ce qu'autant de femmes peuvent déclarer des violences avant la rupture? C'est d'une part parce que, comme on le sait, la rupture est un moment à risque en ce qui concerne la violence, mais aussi parce que c'est le moment où elles sont justement déjà en train de parler des violences qu'elles ont subies, parce que ça fait partie de leur processus de séparation. Donc c'est pour ça qu'elles ont plus la possibilité de le faire, étant donné qu'elles s'éloignent progressivement de l'agresseur. Donc c'est aussi pour ça que ces chiffres sur les violences avant la rupture, pendant la rupture, sont aussi hauts. J'ai parlé un petit peu longtemps de ces chiffres, mais alors qu'il y en a déjà d'autres qui ont été donnés, mais c'est surtout sur ce que l'enquête Virage nous enseigne sur la nature des violences par partenaire intime ou dans le couple subies, selon que la victime soit un homme ou une femme. Eh bien, l'enquête Virage nous montre que les hommes vont déclarer surtout des atteintes psychologiques qui vont en fait parfois relever de la jalousie de la part de la femme, qui va espionner le conjoint pour des raisons de jalousie et qui peuvent s'inscrire dans une logique de contrôle et de pouvoir également, bien entendu, mais elles n'atteignent pas le degré de gravité, d'intensité, de répétition que les violences, par rapport aux violences que les femmes subissent. Les femmes vont subir un continuum d'actes avec des conséquences plus graves. Alors, on les interroge sur les impacts sur la santé, est-ce qu'il y a des blessures, est-ce qu'elles sont allées voir un médecin, est-ce qu'il y a eu un certificat médical, etc., etc. Et donc on peut objectiver la gravité des conséquences. Et donc les femmes vont déclarer des conséquences plus graves. Elles vont déclarer des faits de violence qui se répètent davantage et également de type plus diversifié. Là où les hommes déclarent majoritairement de la violence psychologique, les femmes vont déclarer des violences psychologiques, économiques, sexuelles, physiques, etc. Ça a déjà été dit ce matin, il est assez nécessaire de ne pas confondre la situation de violence conjugale où il y a une volonté de contrôle et de domination d'un partenaire sur l'autre, une situation qui est univoque, avec la situation de conflit qui, elle, est susceptible d'entraîner du changement. En ce qui concerne les disputes, elles peuvent avoir lieu dans les deux contextes. Dans un contexte de conflit, la dispute permet des réarrangements. Dans un contexte de violence conjugale, la dispute permet de réaffirmer que l'agresseur réaffirme le pouvoir sur la victime. Donc la notion de contrôle coercitif, elle peut nous aider à comprendre le mécanisme de la violence conjugale. Mais ce n'est pas un concept nouveau, c'est un concept qui a une histoire, comme celui de la stratégie de l'agresseur, comme celui de l'emprise, comme le terme même de violence conjugale. Je ne cite que l'ouvrage fondateur et primordial des Dobach et Dobach, un couple de sociologues américains, qui en 1979 écrivent un ouvrage qui s'appelle Violence Against Wives, donc violence contre les épouses. À l'époque, on disait encore épouse parce que le divorce n'était pas aussi répandu qu'il l'est aujourd'hui, même si ça commençait à monter déjà dans la fin des années 70 aux États-Unis. Et ils vont définir la violence conjugale comme contrôle coercitif. En France, nous avons un modèle dont on a déjà entendu parler ce matin, qui a été historiquement construit par le collectif féministe contre le viol, que moi personnellement j'associe à la figure de Marie-France Casalis, qui est la porte-parole du collectif féministe contre le viol, avec qui j'ai suivi des formations, et qui nous indique donc que l'agresseur met en place 5 priorités. Il isole la victime, il la dévalorise, il retourne la culpabilité, il la terrorise et il assure son impunité. Eh bien, il se trouve que le contrôle coercitif, c'est quasiment la même chose, parce que les tactiques employées par l'agresseur contre sa victime dans ce modèle-là, ce sont 4 tactiques principales. Il y a un moyen mémotechnique pour les retenir, c'est donner chaque première lettre de chacun des mots des tactiques: isolement, contrôle, intimidation et violence physique, ICIV, ICIV. Comme ça vous permet de retenir les 4 moyens que l'agresseur emploie pour maintenir contrôle et pouvoir sur voire les victimes quand des enfants sont concernés. Dans les entretiens que j'ai faits avec les femmes, je ne leur ai pas demandé « avez-vous subi des violences physiques » ou « avez-vous subi des violences ?» Je leur ai demandé de me raconter ce qui s'était passé avec leur conjoint. Donc j'ai la même méthode que les collègues de SFLA. De fait, l'influence de l'approche féministe des violences chez moi elle est hyper importante. Les formations du collectif féministe contre le viol, le travail avec Gunnar Lassueur qui était écoutante dans l'association SOS Les Mamans, qui était une association de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et donc j'ai été très inspiré de cette idée-là qu'il faut évidemment
écouter les femmes en les laissant parler et en n'induisant pas les choses, en ne guidant pas avec des questions trop restrictives, dont on sait que, par exemple, quand on demande à quelqu'un « avez-vous subi des violences physiques ?» en fait, il faut avoir l'idée de ce que c'est réellement la violence physique. Parfois, la violence physique, ça va juste être la représentation de coups répétés avec des yeux au beurre noir, alors que jeter un objet contre quelqu'un, ça peut être considéré par une autre personne comme étant une violence physique. Et de fait, moi, je considère que jeter un objet contre quelqu'un, c'est clairement de la violence physique. Donc, plutôt parler du récit, partir du récit, en fait, des faits concrets. Et donc, quand les femmes me racontent dans ce récit assez libre ce qu'elles vivent, elles décrivent une première étape de contrôle qui consiste tout d'abord en la privation de ressources. Donc ça aussi, ça a été dit ce matin. Je vais donner quelques exemples. Privation de ressources financières, c'est par exemple s'approprier l'argent qu'elle gagne, ou alors lui interdire de travailler, en sachant que lui interdire de travailler, c'est pas l'enfermer à la maison et lui dire « tu sors pas ». C'est une possibilité. Pour interdire à quelqu'un de travailler, eh bien vous pouvez, par exemple, suspecter la personne d'aller au travail pour des raisons qui ne sont pas celles d'aller au travail. Beaucoup d'agresseurs vont dire « ah, si tu vas travailler, c'est pour draguer d'autres mecs », par exemple. Et donc il y a un climat de suspicion qui se met en jeu et qui va provoquer chez la victime justement la peur ou alors l'absence d'envie du coup de retourner au travail, étant donné qu'il y a cette suspicion et cette menace qui pèse. Sur la communication, c'est soit interdire d'avoir un téléphone, soit écouter systématiquement les échanges téléphoniques, ou bien encore une fois faire de la suspicion. Qui t'appelait? Pourquoi tu l'as appelé? C'est pour dire du mal de moi, tu ne me fais pas confiance, etc. Et donc c'est ainsi que le contrôle peut se mettre en place par des suspicions plus ou moins subtiles. Le transport, l'isolement, la privation de transport, ça peut être le fait de déménager avec les victimes dans un endroit où il n'y a pas de transport, ou bien monopoliser la voiture qui est censée être au couple, ou bien, comme dans iMoney, interdire l'accès au transport en commun en refusant un abonnement au transport en commun. Il y a l'isolement social, l'isolement familial, l'isolement amical. Une fois de plus, on n'est pas dans un modèle de séquestration systématique. L'agresseur peut dire « tu sais Robert, la dernière fois tu l'as invité, je ne trouve pas très intéressant, je préfère qu'il ne revienne pas à la maison ». Et puis il y a Robert, et puis il y a Camille, et puis il y a Justine, etc. Et finalement, plus personne ne convient à monsieur, donc madame n'invite plus personne à la maison. Ça, c'est des choses dont on entend parler très souvent, qui sont très claires. Il y a un élément supplémentaire qui est soulevé dans le modèle du contrôle coercitif, qu'on peut appeler la micro-régulation du quotidien. Alors moi, je parle de contrôle patriarcal des activités quotidiennes, ça fait un peu plus, c'est un peu plus clair, je trouve. C'est toutes les règles, implicites ou explicites, que l'agresseur va mettre en place pour contrôler les gestes quotidiens de sa victime. C'est comment est-ce qu'elle doit plier les serviettes dans la salle de bain, comment est-ce qu'elle doit ranger les boîtes de conserve dans le placard. Alors je ne prends pas ces exemples par hasard, ils ne sont pas tirés de mes entretiens, mais ils sont tirés d'un film qui s'appelle « Les nuits avec mon ennemi » avec Julia Roberts, que vous avez peut-être déjà vu, et qui en fait montre l'histoire d'un homme qui est extrêmement contrôlant et violent envers elle. Alors il est présenté comme un homme absolument fou, qui a des problèmes psychologiques et qui ne correspond pas à l'image de l'homme violent en général, mais en tout cas on voit très bien la façon dont elle anticipe ses demandes, où la raison est très rangée, très propre, et ces règles-là, elle les applique. Pourquoi ? Parce que si jamais elle ne les applique pas, justement, monsieur va être menaçant ou intimidant. Donc c'est ça le contrôle coercitif. Elle répond aux règles qui lui sont imposées, dans la mesure où, quand elle ne le fait pas, elle risque de subir de la violence. Et donc c'est un cadrage de son quotidien, une régulation de son quotidien. Et tout cela est basé sur les normes de genre. Évidemment, si on était dans une société où ce n'est pas, a priori, en tout cas c'est les représentations misogynes qui nous le font penser, on pense que c'est aux femmes de bien tenir la maison. Eh bien, si jamais l'agresseur ne dispose pas de ces normes-là pour imposer son contrôle, ça ne fonctionne pas. Donc la violence conjugale, le contrôle coercitif, il est fondamentalement basé sur les normes inégalitaires et les normes de genre. Et ça, j'expliquerai un peu vers la fin. Mais il peut se servir des normes de son milieu géographique, il peut servir de ces normes de sa classe sociale, de son milieu culturel, des normes de sa religion à lui ou à elle, pour lui imposer des règles qui vont gouverner, on pourrait dire, son quotidien. Là, je parle d'emprise matérielle. Pourquoi ? Parce que justement, c'est peut-être le petit bémol par rapport au mot emprise. J'aurais tendance à penser, quand on dit emprise, on a tendance à regarder que la dimension psychologique, que la violence psychologique. Alors qu'il y a la violence conjugale, il y a tout ça aussi. Il y a le contrôle, la privation, la micro-régulation, et ça, c'est basé sur des normes sociales et c'est basé sur des inégalités.
L'emprise, la dimension psychologique du contrôle coercitif, la violence psychologique, alors j'ai trouvé 4 mots, ça peut vous convenir ou pas. Moi, c'est ce qui est ressorti dans les entretiens que j'avais. Il y a la dévalorisation, il y a la surresponsabilisation, la confusion et l'intimidation. Alors, je vais essayer de définir non pas à quoi ça correspond, parce que c'est assez intuitif, je pense, vous voyez à quoi ça peut correspondre, mais à quoi ça sert à l'agresseur de faire ça. À quoi ça sert de dévaloriser la victime? En fait, ça va faire que la victime, elle va penser qu'elle a moins de capacité que ce qu'elle a réellement. Lorsque vous dévalorisez une personne, vous lui mentez sur ses capacités. Vous lui dites tu es moins que ce que tu es réellement. Et si jamais on vous répète tout le temps que vous êtes moins que ce que vous êtes réellement, vous finissez par le croire. Et donc vous oubliez que vous avez des capacités et que vous pouvez faire face à des situations. La surresponsabilisation, c'est un moyen pour l'agresseur, soit de surresponsabiliser jusqu'à accabler la victime en lui disant qu'elle est responsable de choses pour lesquelles elle n'est pas du tout responsable, ou alors il en fait tout un plat, et là c'est un mauvais jeu de mots, sur par exemple la façon dont elle fait ou pas bien la cuisine. Un agresseur pourra accabler la victime, voire la violenter si jamais le steak n'est pas cuit à son goût. Et là on est dans des logiques de surresponsabilisation du quotidien qui peuvent ensuite être manifesté de manière encore plus radicale lorsque l'agresseur exerce de la violence physique sur madame en lui disant si je te frappe, c'est de ta faute, si jamais tu étais autrement, et bien dans ce cas-là, je n'aurais pas besoin de te frapper. Et là, on est vraiment dans une inversion de la culpabilité. La confusion, c'est tout un tas d'ensembles de techniques qu'on pourrait appeler, ça va de la manipulation à carrément la mise en place de pièges. Un entretien que j'ai fait avec une femme, elle me racontait qu'en fait, alors c'était assez particulier pour le coup, parce que je pense que tous les hommes violents ne font pas ça, mais en fait, ils mettaient des bouteilles de vin vides au-dessus de la porte du frigo, comme ça, quand elle ouvrait la porte, la bouteille tombait sur sa tête. Ou alors, ils laissaient des portes ouvertes, alors qu'ils savaient que l'enfant pouvait en sortir. Et la victime finissait par se dire, attendez, c'est moi qui ai laissé ouvert la porte, j'aurais fait ça. Et du coup, elle commençait à croire que c'était une mauvaise mère d'avoir oublié de fermer la porte, que l'enfant, qu'elle avait fermée, qu'elle était censée maintenir fermée, pour que l'enfant puisse ne pas risquer de sortir et de se blesser. Donc on voit des manipulations de l'espace conjugal, les portes qui sont ouvertes alors qu'elles devraient être fermées, des manipulations et des mensonges divers et variés, ou alors frontalement faire un déni direct face à la victime, de dire l'agresseur qui va raconter que les choses se sont passées d'une telle manière alors qu'elles se sont passées d'une manière tout à fait différente. On a l'intimidation, le fait d'exercer des menaces, de faire peur de manière plus ou moins forte. Et tout cela, ça va créer justement un état de confusion assez général chez les victimes. Donc il faut quand même imaginer, hein, enfin, je pense que c'est extrêmement important de se dire que quand on est face à une femme victime de violence conjugale, il faut qu'elle retrouve les mots qui vont permettre de décrire le chaos dans lequel elle a été, dans toute l'incapacitation, ça a été dit ce matin, qui lui a été imposée. Donc c'est un effort de reconstruction psychique et physique parfois pour se saisir de ce qui s'est passé et de pouvoir sortir de ce cadre-là. Et là, je vous ai expliqué plein de choses et je pense que beaucoup de gens, il y a 15 ans, 20 ans, auraient dit « ouais, mais tout ça, c'est pas de la violence ». Alors je pense qu'aujourd'hui, on commence à comprendre que tous ces éléments-là font partie de la violence. Mais le fait est que pour maintenir le pouvoir et le contrôle, l'agresseur, il n'a pas nécessairement besoin d'exercer de la violence physique tout de suite, ça peut lui suffire, mais si jamais la victime se rebelle, si elle résiste, si elle ne se plie pas au contrôle, si elle n'a pas fait les choses telles qu'il aurait aimé qu'elle le fasse, eh bien il peut exercer de la coercition, donc de la violence physique, des formes d'intimidation plus poussées que les menaces subtiles qui passent un peu incognito. Il peut y avoir de l'intimidation sous forme de harcèlement et d'humiliation. Et donc, ce qu'il est important de dire, c'est que si jamais les hommes ont besoin d'exercer du contrôle coercitif envers les femmes, c'est aussi parce qu'en fait, les hommes violents qui exercent ça, c'est parce que les femmes elles résistent. Ça, c'est super important de le dire, je pense. C'est le problème qu'on peut retrouver peut-être avec la notion d'emprise, c'est qu'on a tendance à se représenter les femmes comme étant impuissantes ou qui n'agissent pas, alors qu'en fait, dans tous les entretiens que j'ai faits, à chaque fois quand les femmes me racontaient une scène de violence explicite, ça faisait justement suite à un refus qu'elles avaient prononcé à l'agresseur. Elles avaient dit non, elles avaient refusé de faire quelque chose qu'ils voulaient faire, elles étaient restées 3 minutes de plus dehors alors qu'elles n'avaient pas le droit de le faire normalement selon monsieur. Et donc tout ça, c'est des stratégies de résistance de mon point de vue qui sont mises en place par les femmes. Et je pense que ça a été dit à l'instant, c'est extrêmement important
de rappeler cette résistance-là, parce que c'est le début de l'émancipation possible. Moi, je me rappelle, il y a quelques jours, je faisais une conférence, et il y a une femme qui est venue me voir à la fin, et qui m'a raconté ce qui lui était arrivé. Et en fait, elle me disait « Ah, mais moi, j'ai rien fait, je me sens coupable. » Et en fait, elle me racontait tous les trucs qu'elle mettait en place pour se protéger après la séparation. Mais genre, elle me racontait qu'elle avait des amis qui lisaient ses messages pour elle, qu'elle faisait le tri, que machin. En fait, elle faisait plein de choses. Mais elle se disait, ah non, je fais rien. Ben, en fait, si. Je lui ai dit, mais en fait, si, vous faites plein de choses. Donc, c'est super important de valoriser toutes ces techniques de résistance-là qui sont hyper inspirantes, j'allais dire pour nous, parce que je vois SFL là, et ça, elle lâche la tête. Parce que, enfin, voilà. Pour nous, c'est super parlant, en fait. Ces choses-là, c'est un début, un pas vers l'émancipation. Donc, si jamais on parle de stratégie ou de tactique, c'est justement un moyen de contextualiser des actes. En fait, on pourrait se dire, ouais, il y a de la violence physique là, il y a de la violence sexuelle, il y a de la... Voilà. Et bien en fait, stratégie et tactique, ça permet de contextualiser cet ensemble. Ce ne sont pas des incidents qui sont isolés les uns des autres. Et donc, ça nous permet également d'identifier leur fonction. Pourquoi fait-il cela à madame ? Dans quelle perspective ? Pour maintenir le pouvoir et le contrôle. À quoi ça lui sert de faire ça ? Pour maintenir le pouvoir et le contrôle. Et donc la notion de contrôle coercitif, ou toutes ces notions-là, en fait, elles nous permettent d'identifier, je pense, elles nous imposent aussi de repenser les choses de manière plus globale, identifier le contexte général de la violence, selon la région dans laquelle elle habite, selon les moyens qu'elle a pour partir, selon les ressources dont elle dispose, selon les ressources dont monsieur dispose. C'est un contexte différent. Il faut essayer d'identifier les comportements de l'agresseur comme de la victime, et il faut identifier les conséquences des comportements de l'un sur l'autre. Quand madame répond à monsieur, quand madame insulte monsieur, t'es vraiment qu'un connard de me faire ça depuis toutes ces années. Eh bien, je peux vous garantir que monsieur, il y a des chances qu'il aille au commissariat pour porter plainte. Sauf qu'elle a juste donné une insulte, que c'était un geste de défense, c'est que c'était un pas vers l'émancipation pour elle. Alors, ce que je trouve assez dramatique, c'est qu'aujourd'hui, il y a des poursuites envers des femmes qui ont résisté à l'agresseur en lui donnant par exemple une gifle, et on n'identifie pas la situation de violence conjugale qui a poussé madame à, en geste de défense, à donner cette gifle-là. Et ça, c'est un drame, je trouve, des politiques pénales, si je puis me permettre. Et donc, si jamais on comprend le contexte de ces actes, si jamais on comprend que l'insulte que madame a fait à monsieur, ou que la gifle que madame a donnée à monsieur, ça a juste permis à monsieur de dire « tu vas voir, je vais aller au commissariat porter plainte contre toi », alors que quand monsieur fait ça à madame, elle a peur et elle a mal, déjà on voit qu'un acte posé par une personne sur l'autre a des effets différents selon la personne. Donc ça, c'est extrêmement important aussi d'identifier ces phénomènes. Ce qui ressort de mes entretiens et du travail des associations et des travaux qu'on fait avec Gwenola Sueur, c'est le fait qu'après la séparation, il y a un cadre, c'est l'autorité parentale conjointe, qui permet aux agresseurs de maintenir le pouvoir et le contrôle. Je ne vais pas relire l'article 373 du Code civil, mais il est assez intéressant dans la mesure où, oui, certes, quand il n'y a pas de violence conjugale, ça peut aller, mais en situation de violence conjugale, vous imaginez bien que maintenir le lien, c'est absolument catastrophique. Ça, vous le savez. Dans ce cadre-là, l'agresseur, il peut légitimer son harcèlement et sa violence en disant oui, mais finalement, je l'appelle simplement pour parler de l'enfant, et il va s'appuyer en permanence sur ce principe. Pendant les remises, il va se servir de ces moments-là pour également exercer de l'intimidation contre madame. Il va pouvoir continuer à contrôler le quotidien et les choix éducatifs de la mère. Il va pouvoir imposer le fait que le petit va faire du foot et non pas une autre activité. Et bien évidemment, si jamais il choisit le foot, c'est parce que monsieur, il a des amis au foot aussi, qui vont pouvoir attester que c'est un homme merveilleux et que madame, elle est folle. Donc il se sert de ça aussi pour construire les alliances après la séparation. Au-delà de la loi qui impose ces règles-là, il y a une norme de coparentalité, et ça, des sociologues l'ont analysé. Il y a Émilie Bilan, par exemple, qui constate que, étant donné qu'il y a une inégalité de prise en charge des enfants avant comme après la séparation, eh bien, les institutions vont le reproduire. Et concrètement, ça se manifeste de cette manière, c'est que les mères ont le devoir de faire une place aux pères, tandis que les pères ont le droit de prendre en charge leurs enfants, mais sans en avoir l'obligation. Et c'est ce droit-là, sans l'obligation, qui leur permet aussi d'utiliser cette autorité parentale pour exercer du contrôle et du pouvoir après la séparation. Si jamais madame refuse de remettre l'enfant au père, si jamais elle décide, pour protéger l'enfant, de limiter les contacts, elle risque d'être accusée d'être aliénante. C'est un peu petit, je m'en excuse. L'aliénation parentale, c'est une théorie sans fondement scientifique. La définition qui nous en est donnée par Paul Bensussan, c'est toute situation dans laquelle un enfant rejette un parent de façon injustifiée. Alors, il se trouve que injustifié, c'est un jugement de valeur, ce n'est pas un critère objectif.
Je suis désolé, mais on ne construit pas des diagnostics sur de l'injustifié par-ci par-là. Il faut des critères objectifs. Donc déjà, pour moi, ça, poubelle, c'est pas valide. Et de fait, je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Enfin, beaucoup de gens aujourd'hui dénoncent l'infondé scientifique de cette théorie et les conséquences dramatiques qu'elle a. On a fait une vingtaine d'entretiens avec Gwenola Sueur auprès de femmes accusées d'aliénation parentale. Eh bien, nous avons constaté, sans grande surprise, parce que nous étions déjà alertés par des associations, qu'elles ont toutes été victimes de violences conjugales et que les enfants aussi étaient victimes d'autres formes de violence. Et c'est justement ce contexte-là qui peut expliquer le rejet que les enfants ont vis-à-vis de leur père ou l'envie que la mère a de protéger les enfants. Ce qu'on peut constater juste rapidement aujourd'hui et ce qui nous pose bien de nombreux problèmes, c'est que, étant donné que la théorie, dans sa version explicite, aliénation parentale, femme aliénante, a été très critiquée jusqu'à l'Organisation des Nations Unies, eh bien, elle mute, elle change de forme. On parle pas seulement de mère aliénante, on parle aussi de mère fusionnelle ou de mère manipulatrice qui tente d'empêcher le père d'avoir accès aux enfants. Et donc, c'est bien plus difficile de contrer ces accusations. Quand on a aliénation parentale dans un jugement, on peut montrer que cette théorie est infondée. Quand c'est des mots qui tournent autour, c'est plus compliqué. Dans notre étude, un tiers des femmes ont perdu la résidence des enfants suite à cette accusation-là, alors qu'elles étaient victimes de violences conjugales, ce qui est absolument dramatique et hallucinant, si je puis me permettre. Et c'est donc une étiquette qui va empêcher d'identifier la violence et qui finalement va culpabiliser la mère en lui disant « tu devrais laisser le père voir les enfants » alors même qu'elle est victime et que les enfants sont victimes de violences. Et donc elle risque d'être disqualifiée si jamais elle maintient ses envies de protéger. Tout cela manifeste un phénomène que l'on appelle la vie sur les 3 planètes. Je rappelle juste les constats que je viens de faire brièvement pour ensuite arriver sur les 3 planètes. La violence continue donc après la séparation. Les violences conjugales, peut-être qu'elles le sont plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ça, pour le coup, on le ressent quand même sur le terrain. Elle est trop rarement prise au sérieux et elle est parfois confondue ou réduite à ce qu'on appelle le fameux conflit parental, qui est une version juge aux affaires familiales du conflit conjugal. On a le harcèlement judiciaire que les hommes violents utilisent après la séparation, les femmes qui doivent exercer une coparentalité avec un conjoint violent alors que c'est impossible, voilà, tout simplement. Et fondamentalement, c'est une confusion entre l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit guider les décisions des juges aux affaires familiales, confusion entre ça et coparentalité. Donc l'idée qu'il faudrait impérativement maintenir le lien avec les 2 parents dans tous les cas, c'est faux. Si jamais un parent est violent, maintenir les liens avec lui, c'est mort. Ne faites pas ça. Voilà. Et donc là, les 3 planètes, il y en a 3. Alors je suis un petit peu cash parce qu'il faut que j'aille un peu vite. Il me reste 1 minute, je crois. Donc, les 3 planètes, il y a 3 planètes. C'est la planète violence conjugale. Alors, c'est un crime ou un délit. En tout cas, là, c'est traduit du droit anglo-saxon où il y a juste crime. Mais en tout cas, c'est crime ou délit de l'homme sur la femme. La police et le tribunal peuvent intervenir pour protéger cette dernière. Dans la planète affaires familiales, on parle de responsabilité parentale ou en France, plus de coparentalité. Et dans ce cas-là, on maintient les droits du père et on maintient les droits du père et le lien père-enfant, même s'il est violent. Et on a la planète protection de l'enfance, où on parle plus de famille abusive ou dysfonctionnelle. Et là, l'approche est non genrée, c'est à la mère de protéger les enfants, sinon la garde peut lui être retirée. Ça veut dire qu'il y a 3 planètes qui ne communiquent pas entre elles, qui imposent aux femmes des normes différentes, et qui font qu'on est dans des situations absurdes telles que celles que j'ai brièvement décrites et qui ont pu être décrites un petit peu ce matin. Donc, l'objectif, c'est d'aligner les planètes. Comment ? C'est un travail à faire. Je n'ai pas la réponse. De manière un peu plus... Mais en tout cas, je sais que ça se fait. Là, je vois des collègues avec qui j'ai pu échanger au fil des années dans la salle, qui vont communiquer ensemble. Il y a des choses qui peuvent se faire. Et je trouve que c'est extrêmement important de prendre en compte le fait qu'on a chacune des valeurs, des origines de métiers qui sont différentes, mais qu'on peut se mettre d'accord sur des situations et de partager dans l'intérêt, j'allais dire l'intérêt supérieur des victimes. Alors je ne sais pas si jamais j'ai légalement le droit de dire ça, mais en tout cas je pense que l'idée elle est là. Je veux juste conclure en parlant de la notion d'emprise sociale. Alors c'est toujours, quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit c'est tellement génial qu'il y ait un sociologue qui ait dit emprise sociale. Ça m'aide tellement à parler des choses. En fait, c'est Patachek, en 1999, il fait une étude auprès de femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui vont dans les tribunaux de la famille. Et donc, il nous dit qu'il faut prendre en compte le contexte historique
politique et sociale du contrôle coercitif. Et c'est justement que la notion d'emprise sociale nous permet de le faire. Il faut porter un regard sur l'isolement social, la peur et la coercition que la violence des hommes crée dans la vie des femmes. Il faut porter une attention aussi sur l'indifférence des institutions puissantes face à la souffrance des femmes. Je trouve cette formule très forte, et de fait, c'est vraiment ça. Quand des institutions ne voient pas, ou ne peuvent pas, ou n'arrivent pas, ou ne veulent pas voir la violence des hommes envers les femmes, c'est vraiment une indifférence face à cette souffrance. Et c'est aussi une piste pour d'autres recherches, pour élargir le débat, et qui a déjà commencé à être élargi, c'est identifier comment le contrôle coercitif peut être aggravé par d'autres inégalités structurelles que celles de genre, le racisme, les inégalités de classe, etc., etc. Je vous remercie de votre attention.